Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de qualité. On est là cette semaine pour parler de l'ami House of Cards. Je suis avec Kerr. Cardel n'est pas avec nous, il est malheureusement toujours malade. Il est au travail, arrête de dire des bêtises. Bon, c'est pareil. On et donc, parle de la saison 5 d'House of Cards. Exactement, qui a été diffusée cette année. Le 30 il y a mai sur quelques Netflix. semaines. C'est une saison un peu particulière parce que c'est une saison qui arrive après quelque chose qui a complètement changé le paysage audiovisuel politique aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est une saison qui est apparue après les élections de Trump. Tout le monde pensait que House of Cards, du coup, aurait du mal à se remettre de cette réalité plus forte que la fiction. Qu'en est-il ? C'est ce dont on va vous parler, et c'est ce dont va vous parler notre ami Kerr tout d'abord. Quel est ton avis sur cette saison ? On vous le dit tout de suite, c'est une vidéo 100% spoil. Donc si vous n'avez pas vu la saison, vous allez morfler. Si vous n'avez pas vu même les saisons précédentes, oui. Vous allez morfler. Alors, mon avis sur la saison, c'est qu'elle est un peu à l'image de la saison 4. Le showrunner Bo Williamson, je ne sais plus comment on dit, a quitté la série à la fin de la saison 3 parce qu'il était en désaccord avec Netflix sur l'orientation que Netflix voulait donner à la série, c'est-à-dire moins crédible, plus dans le sensationnel, avec un Underwood qui fait des choses beaucoup moins susceptibles d'être réalisables en vrai. Et la saison 4, moi, m'avait laissé vraiment sur ma faim. Et cette saison 5 est différente, mais elle m'a déçu aussi. Pourquoi ? Parce que cette fois, il y a 2 points qui pour moi étaient essentiels dans House of Cards saison 5, et c'était déjà le premier point était déjà là dans la saison 4, c'est que, alors vous allez me dire, oui, Underwood a toujours été un pourri, et je suis d'accord avec vous, mais la manière dont Netflix le dépeignait dans les 3 premières saisons, il y avait toujours une nuance. On avait le Underwood qui était un salopard avec Zoé, mais qui était super avec avec le restaurateur. Il y avait ses relations bisexuelles qui rendait le personnage attachant dans la manière dont c'était traité. La perte de certaines personnes autour de lui avait pu l'affecter. Les doutes qu'il avait eu, notamment, on se rappelle, je crois que c'est dans la saison 3, où il avait été à plusieurs moments en pleurs, etc. Enfin, c'était un personnage qui était nuancé. Aujourd'hui, plus du tout. C'était déjà le cas dans la saison 4, ça l'est encore plus dans la saison 5. Frank Underwood est un vrai salopard du début à la fin. Il n'y a plus de nuances dans le personnage. C'est un salaud avec tout le monde, et on le voit notamment dans cette série dans cette saison avec le mec, celui qui vient lui parler de son grand-père. Enfin, avec tout le monde, Underwood est un salopard, y compris avec sa femme. Et moi, ça m'embête, parce que ça m'embête de suivre une série sur un personnage qui est juste un salaud et dont j'espère la chute à n'importe quel moment. Et cette chute n'arrive pas. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'Underwood est un personnage dont on ne peut rien tirer. Il y a de très nombreux moments où Underwood dit des choses très pertinente. Je pense à ses 2 interventions au Congrès. La première, quand il prend la parole de force. La deuxième, quand il y a l'enquête. Les moments aussi, je pense, tu sais, quand il parle aux téléspectateurs, quand il est derrière les grilles de la Maison Blanche avec les manifestants, tout ce qu'il dit à ce moment-là est intéressant. Il y a plein de moments comme ça. Mais globalement, Underwood est un salaud. Et là où aussi la saison 5 soudainement prend une autre tournure, c'est que Claire devient également une saloperie. Et ça devient un couple, et Underwood, de personnages tout à fait détestables. Et Claire, jusqu'à présent, avait été plutôt épargnée. Alors là, on atteint des sommets avec la mort de Yates, mais oui, c'est ça, de Thomas Yates. Mais et ça, c'est pesant, je trouve. Et puis l'autre problème, et c'est pour moi le plus gros des problèmes, c'est que quand on a mangé des séries politiques, comme nous, on l'a fait, par exemple, avec The West Wing, d'une certaine manière avec The Newsroom, puisque ça parlait beaucoup de politique, qu'on a pu voir d'autres séries où la politique était traitée de manière tout à fait surréaliste, à la 24 heures chrono ou à Scandale, et bien House of Cards, aujourd'hui, je suis peiné de le dire, se rapproche beaucoup plus de Scandale que de The West Wing. Parce que la série, dans ce qu'elle aborde dans cette saison 5, il y a énormément d'éléments qui ne sont pas crédibles. La manipulation pour que Underwood soit élu, il y a énormément de points où tu te demandes comment est-ce qu'ils n'ont pas pu vérifier certaines données sur le trucage des votes, etc. Le fait que chaque personnage gênant pour Underwood aujourd'hui n'est qu'en porte de sortie que la mort, et qui est derrière tout ça. Enfin, il y a des personnages qui disparaissent, on comprend même pas comment. Et puis il y a des moments de facilité dans la série, et ça c'est aussi un des gros problèmes de la saison 5, c'est que quand il y a un problème, boum, ellipse,
de temps, et puis le problème est réglé à l'épisode suivant. Et ça m'a beaucoup embêté. Le candidat républicain joué par Joel Kinnaman, bam, il disparaît d'un épisode à l'autre. Alors là, si tu revois un peu la dernière scène où il apparaît, tu comprends que c'est un adieu, mais c'est trop brutal. Et ça, c'est comme ça tout le temps. Et puis, je vais finir aussi sur cette saison par un vrai déséquilibre, je trouve, au niveau du casting, avec par exemple le personnage de Doug, qui est mais totalement transparent dans la première moitié de la saison. J'en étais sur le cul, c'est-à-dire qu'il y a des épisodes où il apparaît, il est derrière Underwood, c'est une plante verte. Bon, heureusement, au cours de la saison, il va reprendre un petit peu son importance, parce que Doug est un personnage majeur de House of Cards, mais cette saison 5 était essentiellement centrée, encore une fois, sur Underwood, Frank, mais aussi beaucoup sur Claire, peut-être plus que d'habitude, et ça a un petit peu étouffé les autres personnages, qui sont quand même des personnages intéressants, mais qui ont, je trouve, beaucoup trop l'habitude. Maintenant, c'est devenu une tradition dans House of Cards, de mourir bêtement. Léa Narvé, moi, je suis très déçu du sort qu'ils lui ont fait à la fin de saison. Où sont passés Rémi Danton et Jackie Sharp, qui étaient des personnages que j'adorais dans les saisons précédentes, qui sont évoqués à plusieurs reprises dans cette saison, qui n'apparaissent pas à l'écran. Moi, je trouve que c'est vraiment dommage. Et sinon, l'intrigue, en dehors du fait qu'il y a énormément d'éléments qui sont totalement surréalistes, j'ai envie de dire oui, pourquoi pas, mais ce côté surréalisme a ressorti de très nombreuses fois de la série. Et puis, au final, ça se termine avec ce qui était une évidence, c'est-à-dire, voilà, maintenant, les Underwood, ils ont liquidé tout le monde, donc ils n'ont plus qu'à se liquider entre eux. Et c'est une fin de saison que je trouve intéressante, vraiment intéressante, parce que du coup, tu as envie de voir la 6, forcément. Mais cette saison 5, comme la 4, c'est vraiment pour moi les deux moins bonnes saisons d'House of Cards. Et toi ? Alors, du coup, ce que j'ai pu penser de House of Cards, c'est que la saison dernière, on aurait dû comprendre que c'était la mort de la subtilité, qu'elle était agonisante. Surtout avec le final. Et au final, là, on est donc dans l'après, mort de la subtilité. C'est-à-dire qu'au final, les 3 premières saisons, comme le disait Kerr, ce qui était intéressant avec Claire et Francis Underwood, c'était qu'on ne pouvait jamais vraiment savoir si c'était des salauds ou pas. Et on avait tendance, du coup, parfois à dire Underwood, c'est quand même quelqu'un qui a buté Zoé. Mais le premier truc qu'il essaye de faire quand il est à la présidence, c'est un job pour tous. Avec la grande campagne de travail pour tous et tout d'Underwood. Et ça donnait cette impression, en fait, où c'est des personnages complexes, avec énormément d'éléments, où on sent que, en fait, c'est pas qu'ils sont tiraillés, c'est juste qu'ils sont humains, avec des bons côtés, des mauvais côtés, etc. Mais surtout, ce que je retiens de ces 3 premières saisons, c'est cette impression que Claire et Francis sont unis contre le monde. Et on a vraiment cette force du couple qui fume sa petite cigarette au coin de la fenêtre et qui, du coup, pendant quelques secondes, va ne pas jouer de rôle et ils vont se dire vraiment la vérité. Et du coup, nous-mêmes, spectateurs, c'est les moments où, en fait, on a vraiment la vérité parce que quand Underwood se retourne et nous regarde, même là, il y a des fois, on a l'impression qu'il se fout un peu de la gueule du monde. Et du coup, ça, c'est à mon avis ce qui me plaisait dans cette saison 3. Dans ces 3 premières saisons. Et la saison 4 a été l'amorce de la mort de leur fraternité, entre guillemets, de leur amitié. Et cette saison 5, on est en fait... Après, moi, je me disais... La 3 où ils sont vraiment en galère, non ? La saison 5, ça va vraiment être... non, le fait qu'ils sont en conflit, c'est la 4. T'es sûr ? Parce que dans la 4, il se prend une balle et puis elle est à ses côtés et tout. Et le truc, c'est que du coup, on a une relation donc, sur cette saison 5 où j'attendais, moi, ce retour à l'amour entre les deux ou ce retour à la complicité parce qu'enfin, ils avaient ce pourquoi ils s'étaient battus. C'était il est président, elle est vice-présidente. Et puis, on avait vu du coup des saisons entières où elle avait eu du mal à l'accepter, puis au final l'accepter, etc. Et tout est là pour qu'il se rabiboche. Et au final,
Bah, c'est un peu le cas, mais pas vraiment. Au final, sur toute la fin de saison, moi j'avais l'impression qu'à chaque fois qu'il se fait torpiller, que c'était elle en fait, qui liquait des infos. Enfin, j'étais persuadé que c'était elle. En plus, à un moment, elle se retourne vers la caméra, elle commence à nous parler. Ça, c'était étonnant. Je me suis dit, ça y est, elle commence à prendre la place. Ça t'a pas étonné de Francis Anderson. Je me suis dit que c'était une mécanique pour nous faire comprendre que c'était maintenant qu'était elle au pouvoir. Ah oui. Et du coup, d'abord, elle commence à nous parler. Ensuite, elle commet. Il y a cette naissance dans le sang. Elle tue Tom Yates, exactement comme quand Kevin Spacey, on comprend qu'il est prêt à tout. Il tue Zoé Barnes. Et il tue aussi le mec avant là, Russo, dans son bain. Ah non, c'est pas dans le bain qu'il le tue, c'est dans la voiture. C'est dans la voiture, mais c'est pas. C'est avant ou après Zoé ? C'est dans la saison 1. Donc c'est avant où on sent qu'il est prêt à tout pour accéder au pouvoir. Et donc il y avait ce parallèle en fait de monter au pouvoir et cette impression que du coup, en fait, on était dans une série où enfin Robin Wright arrivait à être l'égal d'Underwood. Et au final, non. Au final, c'est pas légal. Elle est au pouvoir, mais c'est parce que lui en a décidé, que lui a décidé de la mettre là, que comme toute personne manipulée, il l'a pas prévenu. Il la met face à ses réalités en disant non, t'es présidente et puis t'es ma pionne parce que moi je vais gérer de l'ombre et puis c'est mieux parce que c'est là qu'au final est le vrai pouvoir, etc. Bon, ok, ils s'aiment, se détestent, j'ai envie de dire, ils se détestent. Elle a l'air de le haïr, de l'avoir manipulé, mais elle est contente d'être au pouvoir. Elle lui fait une vieille crasse à la fin, quand même. Enfin, globalement, c'est la mort de toute subtilité. Kevin Spacey est un sale con dans tout le truc. C'est un sale con dans tout, c'est un sale con. Ça commence par ça, il prend la Constitution américaine, il chie dessus en montrant qu'en fait, il peut la retourner en 30 secondes en prenant la parole au Parlement, ça commence par ça. Il montre qu'il peut chier sur les médias quand ça l'amuse. Il montre qu'au final, Doug Stamper, écoute mon gars, tu comprends, t'as toujours été loyal. Bon là, faut que t'ailles en tôle pour moi. Et puis en plus, je pense que tu m'as peut-être niqué alors que Doug a toujours été de ton côté. Donc au final, toutes les relations humaines, tous les trucs qui faisaient qu'on pouvait s'attacher à ce personnage et avoir une certaine empathie, là, les scénaristes ont volontairement ou pas tout cassé. Et je pense que c'est par erreur, parce que l'impression que donne cette série, c'est qu'on se dit « Oh là là, c'est vraiment un salaud, comment est-ce qu'il va encore s'en sortir ?» Mais je pense qu'ils n'ont juste pas compris en fait, ce qui avait été mis en place sur les 3 premières saisons par l'autre équipe, qui était de dire que c'était certes pas des héros classiques, c'était des personnages principaux avec leurs qualités et leurs défauts. Et au final, là, ils l'ont transformé en « On va suivre ces 2 enfoirés et comment est-ce qu'ils vont s'en sortir ?» Mais je pense que c'est vraiment tombé très loin de ce qui me plaisait, en tout cas sans imaginer que mon avis est partagé, enfin en tout cas est le même que tous les gens qui regardent Overcast. Mais je trouve que du coup, voilà, cette série forcément manque d'impact parce que du coup l'empathie est cassée, parce que la relation avec Claire est cassée, et surtout, et c'était mon point en introduction, cette série est de toutes les manières foutue, pour faire simple, parce que Trump en fait, il arrive au pouvoir en disant fuck tout le monde, et puis au final, il est au pouvoir, donc fuck tout le monde. Il fait ce Muslim ban qui est pas vraiment un Muslim ban, il arrête des pays. T'as plusieurs organismes des États-Unis, il y en a qui démissionnent, il y en a qui arrêtent, etc. Bon, ok, on s'en fout. Faut pas, ça a été repoussé. Enfin, le Muslim ban est interdit. Il est bloqué. Oui. Il a été bloqué après coup. Il a quand même, il y a des familles qui ont été bloquées. Ouais, non, me dis pas il y a des familles qui ont été bloquées dans les aéroports, et c'est après qu'il a sauté. Ouais. Donc au final, on a ça, on a des recherches sur lui. A-t-il des rapports bizarres avec la Russie ? Bon, directeur du FBI est viré. Bon, au final, on aime bien Trump ou on le déteste. J'ai envie de dire, c'est pas le problème. Le problème, c'est que du coup, il est allé beaucoup plus loin dans l'utilisation de son pouvoir que d'autres présidents avant, pour faire simple. Et le truc, ou dans la manière de l'utiliser, peut-être, c'est plus juste. Et le truc, c'est que du coup, le fait de pouvoir dire à la presse, en fait, vous mentez. Et quand la presse lui prouve que non, elle ment pas, il dit c'est des alternatives facts.
en fait, le truc, c'est quand on a un gars comme ça, où tout est possible à n'importe quel moment, et il est capable d'inventer un attentat, exactement. Enfin, donc au final, tout est possible. Bah, Kevin Spacey en Francis Underwood, bah, c'est plus une surprise. On n'est plus en train de regarder le House of... Underwood. Il tue plusieurs personnes, et il utilise Daesh pour arriver au pouvoir. Le fait qu'il utilise Daesh pour arriver au pouvoir, on se dit que c'est potentiellement quelque chose qui se passe. Mais il le fait de manière différente, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas un attentat. Laisse-moi juste il terminer. l'invente carrément. Juste laisse-moi terminer. Moi, mon point, c'est de dire que, en fait, ce que fait Francis Underwood est forcément une version encore plus caricaturale de ce qu'on pourrait imaginer Trump faire. Sauf que comme on imagine que Trump est capable de tout, du coup, ça pousse les scénaristes à faire que Francis Underwood il fasse tout et n'importe quoi, que Claire Underwood, elle est vice-présidente des États-Unis, qu'elle va voir son amant, qu'elle le bute dans le salon, que c'est son conseiller politique qui va l'aider à faire disparaître un corps. Là, tu te dis, mais en fait, le fait qu'il ait un dossier sur elle à vie de ouf, ça choque personne. Enfin, globalement, on a une fuite en avant qui fait qu'on a une perte de sens. C'est de moins en moins cohérent, avec des personnages qui sont de moins en moins attachants. Et donc cette série, là, comme ça, pour moi, elle est un peu en échec. Dans le sens, on n'est pas en échec et mat parce que Kevin Spacey, Robin Wright sont des grands acteurs. Mais au final... et Michael Kelly qui joue Doug Stamper aussi. J'aime beaucoup aussi celui qui joue Steve Grayson. Je le trouve vraiment intéressant. Ouais, même si au final ils sont, comme tu le disais tout à l'heure, ils sont tous transparents. Ouais. Et donc au final, voilà, je pense que cette série est un échec. Pour être tout à fait franc avec vous, il n'y aurait pas eu Cult & Click et du coup l'envie de faire une vidéo review. Je suis même pas sûr que je serais vraiment allé au bout de la saison. Tellement, je pense qu'on a vu... c'était vraiment des épisodes soupe sur la moitié, on va dire, de la saison. Vraiment, je pense que cette série ne sait plus où aller. Les scénaristes disent oh là là, les élections en France, on n'aurait même pas imaginé ça dans House of Cards. Et je pense que c'est vraiment, au fond, le cœur du problème. Quand les élections réelles... sont autant romancés ou ont autant d'éléments extravagants, de fake news, pas fake news. Il y a des hackers russes, il n'y a pas des hackers russes. Bref, il y a des leaks par l'équipe de Julian Assange, mais est-ce que c'est des vrais leaks ou est-ce que c'est n'importe quoi ? Au final, en fait, les scénaristes ne répondent pas au challenge qui est la réalité par une fiction. Et là où ils essayent de trouver, et je terminerai sur ça, parce que du coup j'ai fait super long, et le truc c'est que là où je pense qu'ils passent vraiment complètement à côté des choses, c'est quand en fait ils prennent le personnage, tu sais, du gars qui les aide, Damien Young qui joue à Aidan McCallan, tu sais, qui est le consultant de la NSA, qui pirate et tout, et en fait le truc c'est que à un moment il est piégé en Russie. Bon, ok. Et du coup, carrément à côté de Poutine, quoi. Il est surréaliste ce truc, mais. Et le truc, c'est que là, clairement, ils sont en train de nous parler de de Julian Assange. Non, pas Julian Assange. Snowden. Snowden, exact. Merci. Et donc en fait, ils sont clairement en train de prendre Snowden. Donc là, maintenant, la série nous parle d'un fait réel, spécifique. Ils nous parlent de Snowden et ils le romancent. Et là, encore une fois, je sais pas où ils vont. Est-ce qu'ils ont poussé ça plus que là où ça devait aller ? J'ai pas vraiment l'impression, parce que tout ce qui se passe, on imagine que c'est peut-être vrai. Potentiellement, oui, Snowden a rencontré Poutine et il a répondu oui ou non. Peut-être, on ne sait rien. Le truc, c'est que en quoi ils sont allés plus loin que la réalité, et s'ils n'y sont pas allés plus loin que la réalité, en quoi ils ont rendu ça suffisamment intéressant ou romancé pour que ça nous intéresse. Et là, encore une fois, je ne l'ai pas vu. Donc la série, c'est pour ça que je parle d'échec, c'est parce qu'elle pousse un pion sur la cruauté des personnages. Moi, ça fait que je m'en désintéresse. Elle pousse un autre pion sur les frasques d'un président qui bute des gens, qui fait des faux trucs. Au final... il n'y a rien qui me surprend vraiment parce qu'on pourrait imaginer que cette administration, l'administration prochaine américaine, en serait capable. Et quand
ils imitent le réel avec Snowden, bah, ils y apportent rien et c'est moins intéressant que le film Snowden qui peut-être était romancé, mais au moins apportait des informations. Voilà, donc globalement, je trouve que c'est un peu dommage et il y a quelques bonnes scènes. Moi, je retiens la scène où il est avec tous les milliardaires dans ce truc, tu vois, où le ranch. le ranch où en fait on a cette espèce de pouvoir entre l'État et les milliardaires et qui est une discussion intéressante d'après ce qu'on voit en ce moment aux États-Unis avec des fonds financiers de multimilliardaires qui achètent et utilisent des sociétés de manipulation de masse et du coup de la manière dont ils l'ont utilisé par exemple sur le Brexit et donc mais ça au final qui est peut-être ou peut-être que là je parle pour moi qui est peut-être un des éléments qui serait intéressant de romancer parce que là on est en train d'à peine de voir des bribes. Bon, on a un demi-épisode et on l'oublie. Bref, donc voilà, donc une série qui, à mon avis, est un peu en échec. J'espère que c'est pas échec et mat, mais une série qui est en échec. J'espère le meilleur. J'espère qu'on aura une saison 6 de ouf. J'espère qu'ils trouveront un souffle. Et j'espère que les choses s'amélioreront avec Claire et Francis, parce que pour moi, c'est le moteur de la série. Moi, je veux juste rajouter un truc parce que tu dis que tu as eu du mal à la terminer. Moi, j'ai ragé quasiment toute la saison 5. Chaque épisode, je rageais. Ça m'a pas empêché de la regarder en 2 jours. Et si la saison avait duré 40 épisodes, j'aurais regardé les 40 épisodes en. Mais on rappelle que tu es au niveau de ton temps de travail plutôt. Mais arrête de dire des bêtises. Mais tu termines à 17h. Mais ça n'a rien à voir. À 16h30. Non, mais ok, si tu veux, je fais rien dans ma vie. Mais le truc que je te dis, c'est pas ce que je dis, c'est que je dis juste c'est que House of Cards est 16h30. arrivé sur Netflix. Je l'ai lancé et dès que je pouvais, je regardais du House of Cards. Donc ça a sorti un vendredi. Il m'a juste, en fait, comme beaucoup de Français, j'ai juste profité de ce qu'on appelle le week-end. Mais j'aurais pu faire autre chose. Et tu te souviens ce que d'autres Français faisaient pendant ce week-end-là la saison 5, globalement, m'a déçu vraiment et m'a fait rager sur de nombreux aspects. Elle m'a quand même suffisamment tenu en haleine pour que je regarde épisode sur épisode et moi j'attends la saison 6 avec beaucoup d'impatience. Donc c'est quand même un paradoxe, mais il faut quand même reconnaître à House of Cards qu'il y a une musique qui est stylée, la mise en scène est ultra propre, le casting impeccable aussi. Donc moi je suis pas d'accord, la mise en scène elle est pas allez, c'est propre. Non, pas sur cette saison. Ah ouais. Autant je suis entièrement d'accord par exemple que la saison 1 est une vraie réussite. Autant là, on a un vrai cahier des charges qui est appliqué. Mais c'est quoi le plan de ouf en termes de réalisation? Non, mais j'en ai pas en tête. Bah voilà. Ouais. Bon. Sur la saison 1, sur la saison 2, il y a quelques plans qu'on retient. Sur cette saison, il n'y en a aucun. Et moi, si je retiens un plan, c'est quand Robin Wright assassine Tom Yates. Mais au final, c'est plus parce que Robin Wright est une excellente actrice et que cette scène est hyper what the fuck. Donc non, je suis pas d'accord avec toi. La lumière, on pourrait dire que la lumière est impeccable et encore. Alors d'ailleurs, à propos de Robin Wright, elle a pris le contrôle de la Maison Blanche dans la série. Mais moi, je trouve qu'elle a également pris contrôle de la série tout court. Elle a réalisé plusieurs épisodes, elle est productrice et exécutive. Enfin, on sent qu'elle s'investit énormément. Alors Kevin Spacey aussi est producteur exécutif. Mais je trouve que Robin Wright a vraiment beaucoup donné dans cette saison 5. Et c'est d'autant plus dommage, je trouve, que c'est pas la meilleure. Et Robin Wright a réalisé le dernier épisode de la série. Et c'est vrai que le dernier plan de la série, du coup, Robin de la Wright saison, est peut-être le problème de la série. Mais non, pas du tout. Elle est excellente, Robin Wright. Est-ce que le dernier épisode est bien réalisé? La réponse est non. Ah si, moi je le trouve bien réalisé. Là. C'est propre, mais il y a aucun plan dont on se souvient. Est-ce qu'on lui a donné les moyens? Est-ce que vous vous souvenez d'un seul plan qui a eu un mouvement de caméra, un élément, ne serait-ce, qui était exceptionnel? Moi, je pense pas. Le travail sur les couleurs qui maintenant commence à être quelque chose qui est rentré dans les mœurs, on est toujours sur des tons ternes et il n'y a pas un travail constant sur les complémentaires de couleurs, sur les compositions. Les compositions de cadres sont jolies, mais c'est souvent de la photo appliquée et pas de la réalisation vidéo. Voilà, c'était notre avis sur House of Cards saison 5. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner, bien évidemment, les commentaires. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook Cult & Click et sur Twitter Cult & Click. Et puis sur notre site, bien évidemment cultandclick.com. On vous dit à très vite sur la chaîne. Des bisous. Ciao.